Bélanger, je suis coordonnatrice du CAPRES. Comme je vous disais, bienvenue. Je voulais juste prendre quelques secondes pour vous parler un peu du CAPRES. Comme vous le savez peut-être, le mandat du CAPRES est entre autres de faciliter la circulation des connaissances entre les connaissances de la recherche, mais aussi de la pratique, ce qui porte sur l'accessibilité, la réussite et la persévérance en enseignement supérieur. On a aussi, une activité comme aujourd'hui nous permet aussi de réaliser un autre mandat qu'on a au CAPRES, qui est de conjuguer ces connaissances-là avec l'expertise et les ressources dédiées à la persévérance et la réussite dans les établissements québécois en enseignement supérieur. Donc, on est bien content qu'à travers nos panélistes aujourd'hui, mais aussi à travers votre propre expérience que vous pourrez partager par le clavardage, on puisse avancer sur ce mandat-là. De façon plus générale, je prends une dernière petite seconde pour vous dire que le CAPRES a une vitrine qui se veut être le lieu où on dépose toute l'information, les connaissances identifiées pour permettre une meilleure circulation. N'hésitez jamais à utiliser cette vitrine-là, à nous communiquer, à nous écrire, nous appeler pour faire part de ce qui se trame dans vos établissements, pour le partager, pour le faire connaître, puis pour le faire reconnaître aussi. Donc, des expériences, des projets, des recherches, n'hésitez jamais à nous... Plus vous nous les faisiez connaître, plus nous, c'est facile de les mettre de l'avant. Bref, voilà pour ce qui en est du CAPRES. Maintenant, avant de présenter le webinaire d'aujourd'hui, je vais vous donner quelques petites informations techniques. Comme vous voyez, les panélistes ont chacun leur webcam d'ouverte. Vous avez une zone de clavardage qui est complètement en bas à gauche, qui est l'endroit où vous allez pouvoir communiquer avec nous, soit pour poser des questions, faire des commentaires, nous informer, nous donner une information. C'est notre animatrice qui va se faire la voix des participants, qui va poser les questions qui vont être à cet endroit-là. Vous voyez, il y a une présentation PowerPoint à l'écran. Si vous double-cliquez dessus, vous pouvez l'agrandir sur votre propre écran. Donc, s'il y a de l'information que vous allez voir plus spécifiquement, gênez-vous pas de le faire. Ça ne le fait que pour votre propre écran. Donc, vous n'agrandissez pas le PowerPoint pour l'ensemble des participants. Si vous avez des problèmes techniques, vous allez le voir, il est au début du clavardage. J'ai laissé un numéro de téléphone. Vous pouvez communiquer au 418-657 4288. Vous pouvez remonter dans le clavardage. Il est inscrit au tout début. Je ne vous en souhaite pas. Mais toutefois, s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, vous pouvez téléphoner à ce numéro-là. Ils pourront vous donner un coup de pouce. Une dernière petite mention pour vous dire que le webinaire est enregistré parce que nos webinaires sont rendus disponibles par la suite sur notre site web, environ de 2 à 3 semaines post-webinaire. Donc, voilà. Pour ce qui est de notre webinaire d'aujourd'hui, eh bien, vous savez qu'au Québec, à tous les ordres d'enseignement, plus de 50% des étudiants ont des parents qui n'ont pas fait d'études universitaires. Touchés par cette réalité, les collèges et universités des régions de l'Abitibi-Témiscamingue, du Saguenay-Lac-Saint-Jean et du Bas-Saint-Laurent se sont réunis au sein d'une communauté de pratique afin de mieux connaître et de mieux soutenir ces étudiants. C'est donc le projet Interroge sur l'accès et la persévérance aux études supérieures des EPG et ces résultats qui vous seront présentés aujourd'hui à travers ce webinaire-là. Le webinaire sera également l'occasion de lancer le volet web d'un guide qu'ils ont développé qui s'appelle le guide de référence sur les étudiants de première génération pour les intervenants en éducation. Mais bref, je vous laisse en bien meilleure main que les miennes avec Sophie Duchesne et nos autres panélistes qui vont vous faire la présentation de ce beau projet. Donc, Sophie Duchesne, qui va être notre animatrice d'aujourd'hui, est détentrice d'un baccalauréat en sociologie et d'une maîtrise en développement régional. Elle occupe le poste d'agente de recherche à la direction des études et de la recherche de l'Université du Québec depuis 2008. En 2013, elle a collaboré à la définition du projet Interordre sur l'accès et la persévérance aux études des étudiants de première génération. Et par la suite, elle a agi à titre de coordonnatrice et a accompagné la communauté de pratique durant les 2 années du projet. Et voilà, Sophie, je te laisse la parole et on se revoit en fin de webinaire. Bon webinaire à tous. Merci. Alors, bonjour tout le monde. Mon rôle est d'animer le webinaire. Je vais aussi faire une petite présentation, une petite mise en contexte du projet. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Je pense que oui, hein?
Donc, je vais juste commencer par vous présenter, dans le fond, nos deux panélistes. Donc, Sylvie Bonin, qui est agente de recherche à la direction de la recherche institutionnelle et qui a collaboré vraiment de près à l'élaboration d'un portrait socio-éducationnel sur les étudiants de première génération qu'elle va vous présenter tout à l'heure. Donc, bienvenue Sylvie. Et Alexandra Hébert, qui est conseillère pédagogique au Cégep de Jonquière, qui a été chargée de projet pour le comité régional du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean Alexandra pilotait en fait la mobilisation et les expérimentations qui ont été réalisées, qu'elle va nous présenter aussi tout à l'heure. Moi, mon rôle, c'est de vous présenter un peu le contexte du projet et d'être la voix aussi des deux autres chargés de projet qui ne sont pas là en présentation aujourd'hui, mais qui vont éventuellement participer à un prochain webinaire. Donc, je vais vous présenter brièvement ce qui a été réalisé dans les deux autres régions et aussi être un peu la voix des participants pour faire circuler les questions là, rendues à la période de questions. Donc, vous avez ici le déroulement du webinaire. Donc, on va présenter le projet, ensuite le portrait par Sylvie et on va quand même se donner une petite période de questions après la présentation du portrait, s'il y a des questions spécifiques sur cette partie-là. Sinon, on va passer à la présentation des expérimentations régionales et plus particulièrement celles réalisées au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et ensuite, on se garde une bonne période de questions et commentaires pour clore le webinaire. Donc, je vais tout de suite passer à ma présentation. Merci Catherine. Donc, vous l'avez à l'écran. Donc, le projet interrogé sur l'accès à la persévérance aux études supérieures des étudiants de première génération. Donc, c'est un projet qui a réuni 3 établissements universitaires du réseau de l'Université du Québec et 6 collèges des 3 régions qu'on a nommées tout à l'heure. C'est un projet qui a été financé par le programme de collaboration Université-Collège qui n'existe plus aujourd'hui, mais c'est un programme du ministère de l'Enseignement supérieur. Et aussi par le FODAR, qui est un fonds de développement du réseau de l'Université du Québec. Le projet a été coordonné par l'UQ, par l'Université du Québec, a été soutenu par le groupe ECOBS, Recherche et Transfert, et par la Direction de la recherche institutionnelle, là, dans le cadre de la réalisation du portrait sur les EPG. C'est un projet qui s'est déroulé sur une période de 2 ans et demi. Entre 2013 et aujourd'hui. Donc, la problématique à la source de ce projet-là, c'est vraiment la participation aux études universitaires ou aux études supérieures des groupes qui sont sous-représentés. Donc, au Québec, il y a 4 groupes qui sont sous-représentés aux études universitaires. Les familles sans antécédents d'études supérieures, les communautés autochtones, les familles à faible revenu et les personnes en situation de handicap. Vous avez ici un graphique qui vous présente les taux d'accès à l'université en fonction de l'appartenance à un groupe. Je sais que c'est petit. Tout ce qu'on vous présente va être accessible sur le site, le site du CAPRES, dans le fond, la section qui va présenter le guide de référence sur les étudiants de première génération. Donc, tout ce qu'on vous présente aujourd'hui va être accessible sur le site. Donc, vous voyez qu'ici, en haut à droite, les parents sans études postsecondaires ont des taux d'accès beaucoup plus bas à l'université que la moyenne québécoise, la moyenne qui est en rouge. Et ils ont des taux d'accès aussi plus faibles que les Autochtones et les familles à faible revenu lorsqu'on les prend isolément. Donc, c'est sûr que la scolarité des parents ressort comme un des facteurs les plus déterminants de l'accès aux études supérieures. Et c'est aussi parce que ça rejoint d'autres groupes. Donc, évidemment, les Autochtones et les familles à faible revenu sont aussi, en général, des familles qui ont des taux, des niveaux de scolarisation plus faibles que la moyenne québécoise. Donc, au Québec, il y a des régions qui, évidemment, ressortent pour avoir des taux de scolarisation plus bas. Donc, vous avez à gauche ici les taux de scolarisation, c'est les données de l'ISQ 2006. On va les mettre à jour pour le site web, là, pour vous présenter des données de 2016. Mais vous voyez quand même, ici, c'est la proportion de la population qui n'est pas détentrice d'un diplôme universitaire.
Donc, la moyenne québécoise est à 79, peut-être plus 76 aujourd'hui. Mais quand même, vous voyez qu'il y a certaines régions qui ressortent pour avoir des taux de population non scolarisée aux études supérieures assez élevés, jusqu'à 91% dans certaines régions. Et à droite, vous avez les établissements du réseau de l'Université du Québec et la proportion d'étudiants issus de ces groupes de la population, donc issus de familles non détentrices d'un diplôme universitaire, donc les proportions qui sont accueillies dans chacune des universités. Donc, c'est vraiment les trois, l'UQAC, l'UQAR et l'UQAT, qui ont décidé de s'allier et d'inviter les collèges de leur région à s'associer dans un projet interordre qui vise à mieux comprendre les étudiants issus de familles à faible capital scolaire, donc non scolarisés au collège ou à l'université, et à développer des interventions pour améliorer leur accès et leur persévérance aux études supérieures. Donc, la démarche qui a été privilégiée, trois grandes étapes, disons. Donc, d'abord, de créer une communauté de projets, une communauté de pratiques pour permettre l'échange et l'interaction des connaissances et des expériences entre les différents établissements partenaires. Ensuite, cette communauté-là a souhaité affiner ses connaissances sur les étudiants de première génération. Donc, ils ont mandaté un comité d'analyse pour analyser les données de 3 enquêtes nationales afin de mieux comprendre les caractéristiques de ces étudiants-là, mais à tous les ordres d'enseignement, donc du secondaire jusqu'à l'université. Et ensuite, l'intention principale était vraiment de mieux intervenir auprès de ces étudiants-là, donc d'identifier des interventions qui pouvaient apparaître comme étant mieux adaptées en fonction des besoins puis des caractéristiques spécifiques des étudiants de première génération. Les principaux résultats. Donc, comme on expliquait tout à l'heure, il y a un comité d'analyse. Le comité a produit un portrait socio-éducationnel sur les étudiants de première génération que vous allez retrouver également sur le site. On a publié un document synthèse, mais aussi produit des rapports d'analyse détaillés qui vont être également accessibles. Et les résultats du portrait ont été présentés aussi dans des congrès comme à l'ACFAS et à la QPC. Il y a 8 interventions qui ont été expérimentées dans les 3 régions. On a produit des fiches synthèse de ces interventions-là qui ont été expérimentées et évaluées. Et on sait que 3 d'entre elles sont en cours de pérennisation, peut-être même plus aujourd'hui, et des clés d'intervention sont issues de ces expérimentations-là. Et à partir de tout ça, on a produit, dans le fond, un guide de référence. On l'appelle un guide de référence. C'est vraiment un outil qui permet de mieux comprendre ces étudiants et d'être mieux outillés pour pouvoir tenir compte de leurs caractéristiques dans le cadre de nos interventions. Donc, ce n'est pas de construire plein de nouvelles choses pour ces étudiants-là, mais beaucoup plus de tenir compte de ce qu'ils ont dans le cadre des interventions qu'on fait au quotidien auprès des étudiants du primaire, secondaire, collège et université. Donc, je vais passer la parole à Sylvie qui va nous présenter le portrait socio-éducationnel sur les étudiants de première génération. Alors, bonjour tout le monde. Effectivement, là, dans le cadre du projet, je vais commencer par définir comment on a défini l'étudiant de première génération. Quand vous allez voir dans la présentation l'acronyme EPGC, on va référer à l'étudiant de première génération au collégial. Ça veut simplement dire que l'étudiant, c'est un étudiant dont les parents n'ont pas fait d'études à ce niveau d'enseignement-là. On va utiliser un acronyme similaire pour les étudiants de première génération universitaire. Encore une fois, ça va vouloir dire que l'étudiant, ses parents n'ont pas fréquenté l'université. Et quand vous allez voir en contrepartie l'acronyme non-EPGC ou non-EPGU, ça veut dire que c'est un étudiant dont les parents ont fait des études supérieures. En fait, au moins un des 2 parents a fait des études supérieures, soit de niveau collégial ou universitaire, selon l'acronyme que vous allez voir. Tous les résultats qui vous sont présentés sont pour les 3 régions du projet regroupées. Donc, ce sont des statistiques qui combinent les données des 3 systématiquement. On a analysé les données de 3 enquêtes, une au secondaire, une au collège et une à l'université pour les besoins du projet. Au secondaire, c'est l'enquête québécoise sur la santé des jeunes au secondaire de 2010-2011 qui a servi. On a utilisé les données de tous les élèves des commissions scolaires concernées par les 3 régions. Ça nous donne un échantillon d'à peu près 7500 élèves.
Vous allez voir que pour le secondaire, on utilise dans la présentation parfois l'acronyme aussi EPG pour étudiants de première génération. C'est un peu un abus de langage à cet ordre d'enseignement-là parce que, évidemment, les étudiants ne sont ni encore au collégial ni à l'université, donc on ne peut pas dire qu'ils sont de première génération. Pour être plus correct, on devrait parler d'élèves qui sont issus de familles sans études supérieures. Au collège, c'est l'enquête Aide-nous à te connaître qui a servi. Ce qu'on a fait pour cette enquête-là, on a cumulé 6 cohortes d'automne, celles de 2007 à 2012. On a travaillé avec les étudiants qui étaient âgés de moins de 20 ans et inscrits au secondaire lors de leur demande d'admission. Pourquoi? Parce que dans le cadre du présent projet, on s'intéresse vraiment au passage interordre et donc on a ciblé plus directement ce passage-là entre le secondaire et le collégial en travaillant avec ce filtre-là. Ça nous donne un échantillon d'à peu près 10 000 nouveaux arrivants. Pour l'université, c'est l'enquête ICOP, une enquête propre à l'Université du Québec là, qui a été utilisée pour aller chercher les données des 3 établissements universitaires concernés. On a travaillé avec l'enquête de 2011 parce qu'au moment où on a fait le traitement, c'était l'enquête la plus récente. L'enquête ICOP là, est faite maintenant à tous les 5 ans. La nouvelle enquête est présentement en cours. Mais au moment où on a travaillé les données du portrait, c'était 2011 qui était disponible. Et vous allez voir un peu plus loin, quand on travaille les taux de réussite, on travaille avec l'enquête de 2006 pour donner un bon 5 ans là, de cheminement aux étudiants, ce qu'on n'avait pas avec l'enquête de 2011. Donc, on va travailler quand même avec l'enquête 2006 aussi un petit peu. À l'université, on a fait aussi la même chose qu'au collège. On a fait un filtre un peu plus étroit pour bien cibler la transition, le passage plus direct entre le collège et l'université. Donc, on a retenu les étudiants québécois, excluant les Canadiens, les étudiants étrangers, pour prendre ceux qui pouvaient nous arriver plus directement de nos collèges ici, de nos cégeps ici. Et on a travaillé avec les étudiants au premier cycle et ceux qui n'avaient pas d'expérience universitaire antérieure. Si on y va d'abord avec les caractéristiques socio-démographiques, les étudiants de première génération arrivent au collège et à l'université en moyenne plus âgés que ceux qui ne sont pas de première génération universitaire, ou de première génération, pardon. Si on regarde, vous avez à droite ici les données selon le sexe des étudiants. Évidemment, on sait que les femmes sont plus présentes tant au collège qu'à l'université, donc sont davantage présentes aux études supérieures. Mais quand on regarde les étudiants de première génération, les bâtonnets qui correspondent aux étudiants de première génération, on voit un écart plus marqué entre les hommes et les femmes, la participation des hommes est donc plus difficile au niveau des étudiants de première génération. En bas ici, vous avez l'emploi des parents. C'est plus une conséquence de la situation, la scolarité des parents comme telle. Mais on voit que les étudiants de première génération sont davantage issus de familles où les parents vont occuper des emplois de type, par exemple, spécialisés, techniques, bureaux, des emplois de soutien intermédiaire et même de base, alors que les étudiants qui ne sont pas de première génération vont être davantage, provenir davantage de familles où il y a des parents qui sont cadres supérieurs, administrateurs ou professionnels. Évidemment, quand on pense aux étudiants de première génération, on pense aussi au soutien parental. C'est un lien qui se fait automatiquement. Le soutien parental peut se manifester à différents niveaux. Tout d'abord, en termes de soutien dans les travaux scolaires. Alors, au secondaire, il y a une part plus importante d'étudiants de première génération qui vont nous dire que leurs parents s'intéressent peu ou pas du tout aux travaux scolaires qu'ils font à la maison. Donc, c'est 21% du côté des étudiants de première génération, contrairement à 10% pour les autres. Au collège, on a aussi cette réalité-là, c'est-à-dire que le parent va souvent servir de personne ressource pour le travail fait à la maison du côté des étudiants de première génération. On voit aussi que le choix du programme d'études, le parent va être moins impliqué dans ce choix-là, va avoir une moins grande influence là, sur l'étudiant dans le choix du programme qu'il va faire, tant au collège qu'à l'université. Quand on pense au soutien parental, on pense évidemment aussi au soutien financier. C'est un soutien que les parents d'étudiants de première génération sont moins à même de fournir ou pour lesquels ils sont moins impliqués. On voit au collège que, justement, les parents comptent moins souvent parmi les sources de revenus durant les études. 64% seulement des étudiants de première génération collégiale vont dire que leurs parents donnent un coup de main pour le financement par rapport à 77% des autres étudiants. À l'université, l'écart est plus grand encore entre les deux. On a la même réalité. Et les étudiants de première génération vont être moins nombreux en proportion à habiter chez leurs parents durant les études, tant au collège qu'à l'université. Au niveau des données secondaires, on avait de l'information beaucoup au niveau de la valorisation des études. Alors, ce qu'on constate, c'est que les étudiants de première génération sont plus nombreux en proportion à nous dire qu'ils n'aiment pas l'école.
qu'ils ils ont aussi un plus faible sentiment d'appartenance à leur école. Ils vont encore accorder peu d'importance à leurs résultats scolaires. Et ils vont aussi en proportion être plus nombreux à avoir un faible niveau d'estime d'eux-mêmes. On voit aussi que 35, toujours au niveau du secondaire, on voit que 35% des étudiants de première génération ont repris au moins une année scolaire depuis le début de leurs études primaires, alors que c'est 14% seulement chez les autres étudiants. Vous avez à droite ici les résultats pour les matières de base, mathématiques et français. Alors, on voit que les étudiants de première génération ont aussi des difficultés plus grandes pour ces deux matières-là. On a les résultats particulièrement qui sont inférieurs à 60% dans les deux. Les bâtonnets pour les étudiants de première génération là, sont plus prononcés que ceux des étudiants qui ne sont pas de première génération. Et de façon plus générale, si vous voyez l'encadré qui est en bas, on voit qu'ils ont un sentiment de compétence qui est moins élevé que leur père. C'est-à-dire que quand on leur demande comment ils évaluent leur performance globale, ils vont être plus nombreux en proportion à l'évaluer sous la moyenne. Et c'est surtout quand on voit le deuxième point, ils sont proportionnellement beaucoup moins nombreux à s'évaluer au-dessus de la moyenne. On a 21% seulement, comparativement à 42% pour les autres étudiants. Les aspirations scolaires, tant au secondaire qu'au collégial, sont moins élevées du côté des étudiants de première génération. Là, si vous regardez ici à gauche, vous avez une statistique qui est particulièrement marquante. On voit que 40% des étudiants au secondaire qui considèrent que ça va être leur niveau terminal, alors que 15% des étudiants qui sont issus de familles avec des études supérieures vont dire que c'est le niveau terminal pour eux et donc, en conséquence, une plus grande proportion vont choisir d'aller au cégep ou à l'université. 83% vont être dans cette situation-là, mais les étudiants de première génération, ça va se limiter à 55%. Donc, on a vraiment beaucoup d'étudiants qui vont s'arrêter ou qui disent vouloir s'arrêter après le secondaire. Au collégial, c'est quand même moins fort comme statistique, mais on voit quand même une plus grande part d'étudiants qui souhaitent s'arrêter après le diplôme d'études collégiales. Et on a aussi une plus grande part d'étudiants au collégial lorsqu'ils sont de première génération, qui ont commencé leurs études par une session d'accueil et d'intégration. Les étudiants de première génération vont aussi avoir tendance à consacrer moins d'heures par semaine à l'étude et aux travaux scolaires à la maison, donc en dehors de la classe aussi. On voit ici en bas la catégorisation qui a été faite, 2 heures ou moins, 2 à 5 heures, ou plus de 5 heures. Alors, ils sont plus présents dans le 2 heures ou moins, les étudiants de première génération, et beaucoup moins présents aussi dans le plus de 5 heures. À droite, ici, on leur a présenté une liste de plusieurs éléments, de plusieurs items pour lesquels ils pourraient avoir des besoins de soutien particuliers. Alors, on a demandé aux étudiants quels étaient les besoins qu'ils anticipaient à leur entrée au collège en matière de soutien à la réussite. Et les 3 éléments qui sont ressortis, où il y a une différence significative plus marquée entre les étudiants de première génération et les autres, c'est au niveau de la gestion du budget, de l'intégration institutionnelle, donc l'intégration au cégep, et des compétences en français, lire, comprendre et écrire la langue. Et c'est les étudiants de première génération, évidemment, qui ont des besoins plus grands là, de ce côté-là pour les 3 éléments. Au niveau de l'aide financière, on constate que les étudiants de première génération sont proportionnellement plus nombreux à recourir à l'aide financière gouvernementale. Au collège, ça va du simple au double. On a 23% des étudiants qui ne sont pas de première génération qui songent faire une demande d'aide financière, alors que c'est 46% pour les étudiants de première génération. À l'université, on a aussi une part plus importante du côté des étudiants de première génération qui utilisent les prêts et bourses du gouvernement comme une source de revenus durant les études. L'écart est moins marqué qu'au collégial, mais il faut dire que pour avoir recours à l'aide financière, il faut être présumé à temps complet. Et donc, comme on va le voir un petit peu plus loin aussi, nos étudiants de première génération à l'université sont quand même davantage aussi à temps partiel. Donc, ça explique peut-être une partie là, en partie le fait que l'écart est moins marqué, mais ils sont quand même plus présents de ce côté-là aussi, donc ils font plus de demandes d'aide financière. À l'université également. Au niveau de l'occupation d'un emploi, au secondaire et au collège, on a des proportions d'étudiants qui sont en emploi qui sont similaires du côté des 2 groupes d'étudiants. Par contre, lorsqu'ils travaillent, l'intensité du travail va être généralement plus marquée du côté des étudiants de première génération. Et même au collège, on leur a demandé si vous étiez en emploi au secondaire,
pour quel motif travaillez-vous durant vos études secondaires? Et on a une part plus importante qui ont répondu qu'ils travaillaient pour assurer leur subsistance parmi les étudiants de première génération. Là, on voit des pourcentages, 8 4 c'est pas énorme comme chiffre, mais c'est énorme quand on considère qu'on parle d'un niveau secondaire et d'assurer sa subsistance à cet ordre d'enseignement-là. Donc, on a 8 des étudiants de première génération qui disaient être dans cette situation-là lorsqu'ils étaient au secondaire. À l'université, ce qu'on voit, c'est que la proportion d'étudiants en emploi est plus élevée du côté des étudiants de première génération que des autres. Et lorsqu'ils travaillent, encore une fois, ça va être à raison d'un plus grand nombre d'heures par semaine. Évidemment, cet emploi-là vient jouer un rôle non négligeable dans la définition du projet d'études universitaires. Il y a une plus grande proportion des étudiants de première génération à l'université qui vont nous dire que leur projet d'études est né dans leur milieu de travail ou encore qu'ils entreprennent leurs études universitaires dans le but de se perfectionner en emploi, d'améliorer leurs conditions de vie ou encore leurs conditions de travail. Une proportion plus élevée aussi veut entreprendre une nouvelle carrière. Et une part plus importante d'étudiants de première génération va établir un lien fort entre l'emploi qu'ils occupent et les études qu'ils viennent d'entreprendre à l'université. Les étudiants de première génération qui vont entrer à l'université ont vécu aussi plus d'interruptions antérieures en proportion que leurs pairs, tant au niveau secondaire que collégial. On voit que les proportions sont plus élevées du côté des étudiants de première génération. Au-delà d'avoir interrompu des études antérieures, si on regarde à droite, on voit les pauses d'études qui ont pu être rencontrées lors des parcours des étudiants. Alors, ceux on leur posait la question, en fait, plus précisément, à quand remonte votre dernière fréquentation d'un établissement scolaire, d'un établissement d'enseignement, quel qu'il soit. Ceux qui ont répondu moins de 6 mois, pour nous, on les considère en continu, en cheminement d'études continu. Donc, les 3 autres bâtonnets, 6 mois à moins de 3 ans, 3 à 10 ans ou 10 ans et plus. Vous voyez que les étudiants de première génération sont plus présents dans ces catégories-là que les autres étudiants, et ça va même pour les 10 ans ou plus. On a quand même 11 des étudiants de première génération à l'université qui se sont absentés plus de 10 ans du système scolaire avant de s'inscrire à l'université, ce qui n'est pas rien. Et ces pauses d'études-là ont souvent été comblées aussi par un emploi, et même un emploi, je veux dire, à temps plein. La question qu'on leur posait, c'est au cours des 5 années précédant votre inscription à l'université, avez-vous occupé un emploi à temps plein? Et là, on ne parlait pas nécessairement d'un plein 5 ans, mais quelque part au cours des 5 ans qui ont précédé, il y a eu au moins un épisode où ils étaient en emploi à temps plein. C'est la moitié des étudiants de première génération qui sont dans cette situation-là. Évidemment, le passage par le marché du travail induit pour une part plus grande d'étudiants de première génération que les autres une valorisation accrue de l'emploi. Donc, un certain nombre vont valoriser davantage l'emploi que les études dans ces circonstances-là. Il y a aussi une plus grande part des étudiants de première génération qui vont être admis dans leurs études de premier cycle universitaire sur la base de leur expérience de travail, plutôt que ce soit un diplôme qui soit déposé à l'appui de leur demande d'admission. C'est vraiment leur expérience de travail qui va les faire admettre à l'université. On voit aussi qu'il y en a une plus grande proportion qui vont venir du secteur collégial technique et une moins grande proportion qui vont venir du préuniversitaire au collégial, pour ceux qui viennent du collégial, bien sûr. Et pour ceux-là, ceux qui vont être admis sur la base d'un diplôme d'études collégiales, quel qu'il soit, la cote de rendement au collégial va être en moyenne plus faible du côté des étudiants de première génération. Il n'y a pas juste des effets négatifs à passer par le marché du travail. On voit ici à droite que le projet d'études de l'étudiant de première génération est bien réfléchi lorsqu'il arrive à l'université. Il y a plus de 90% des étudiants qui portent un très grand intérêt à leur programme d'études et qui nous disent qu'ils veulent obtenir le diplôme de ce programme-là qu'ils viennent d'entreprendre. Donc, dès les premières semaines, ils sont déjà convaincus de ce fait-là. Plus de 80% considèrent le choix de leur établissement définitif dès leur entrée. Donc, ils n'ont pas l'intention de changer d'université en cours de route. Et ils ont aussi une très bonne connaissance des débouchés de leur programme sur le marché du travail, ce qui n'est pas le fait de tous les étudiants. On a ici les responsabilités familiales. En fait, je vous rappelle qu'on a ciblé spécifiquement à l'université les étudiants qui étaient premier cycle sans expérience universitaire antérieure. On a 23% des étudiants de première génération qui sont parents. C'est énorme dans ces circonstances-là, avec ce filtre-là qu'on a appliqué, comparativement à 10% pour les autres étudiants. Et parmi ceux qui sont parents,
la situation des étudiants de première génération va être généralement plus complexe ou en tout cas moins facilitante pour les études, c'est-à-dire qu'ils vont avoir souvent plus qu'un enfant. Ils vont être en proportion plus nombreux à s'occuper seuls de leurs enfants, que ce soit en termes de temps ou en termes financiers. Et même l'âge des enfants va faire en sorte que ça va être moins facile avec les études. Ils vont avoir plus souvent des enfants qui vont être d'âge moyen primaire et secondaire, alors que les étudiants qui ne sont pas de première génération et qui ont des enfants vont avoir des enfants d'âge préscolaire, davantage. On vient de le voir, ils sont davantage en emploi, davantage aussi parents. Donc, pour faciliter cette conciliation études-travail-famille-là, une plus grande part des étudiants va choisir d'étudier à temps partiel une fois à l'université. On voit ici, en deuxième point, ils sont plus nombreux aussi à opter pour un programme de certificat à l'université, donc un programme d'une année plutôt qu'un baccalauréat de 3 ou 4 ans. Entendons-nous bien quand même, le baccalauréat demeure le cœur de la formation, autant du côté des étudiants de première génération que des autres, mais quand même, en proportion, ils sont plus nombreux à choisir un certificat. Et quand ils vont y aller avec le baccalauréat, on voit aussi qu'il y en a une plus grande proportion qui vont opter pour un cheminement de type DEC-BAC pour sécuriser l'emploi fort probablement. À droite ici, vous avez l'information sur les aspirations. Ce qu'on leur a demandé à l'université, c'était 2 questions. La première, faites abstraction de toutes les contraintes qui sont les vôtres, et donc que ce soit des contraintes de temps, d'argent, de famille, et dites-nous jusqu'où vous aimeriez vous rendre à l'université, donc le diplôme le plus élevé que vous souhaitez obtenir. Alors, des deux côtés, que ce soit les étudiants de première génération ou les autres, les distributions selon les différents types de diplômes étaient très, très comparables entre les deux groupes d'étudiants. On avait à peu près 40% des étudiants qui disaient vouloir un diplôme de 2e cycle et 16% un diplôme de 3e cycle. Quand on arrive ici en bas, les contraintes réalistes, alors on leur a dit maintenant, deuxième question, compte tenu des contraintes qui sont les vôtres, jusqu'où souhaitez-vous aller à l'université, quel diplôme souhaitez-vous obtenir? Et là, on voit que les aspirations scolaires, évidemment, baissent des deux côtés pour les deux groupes d'étudiants, mais elles baissent davantage du côté des étudiants de première génération. Donc, on voit qu'il y a moins d'étudiants qui prévoient aller au 2e cycle à l'université. Et en conséquence, une plus grande part des étudiants de première génération veulent rester au niveau du baccalauréat et même du certificat. Donc, on a vu que les aspirations scolaires étaient moins élevées au secondaire, au collégial, et c'est la même chose à l'université. Une chose quand même qui est intéressante, c'est qu'à programme comparable, à projet d'études comparable, ce qu'on se rend compte, c'est que les taux de réussite, la persévérance aux études va être la même au niveau il n'y a pas de différence significative entre les deux groupes d'étudiants pour les étudiants de première génération des 3 régions, comparativement à ceux qui ne sont pas de première génération. On a des taux comparables. À gauche, vous avez les taux de diplomation après 5 ans au baccalauréat, et à droite, vous avez les taux dans les programmes de certificat. Comme la masse critique d'étudiants, là où il y a le plus d'étudiants inscrits, c'est le bac à temps complet. C'est ce que les étudiants vont faire en général, ils vont s'inscrire à temps complet au baccalauréat. Et au certificat, ça va être à temps partiel. C'est les deux groupes que j'aime bien regarder quand on fait cette analyse-là. On voit que les étudiants de première génération ont des taux de diplomation qui sont tout à fait comparables au bac à temps complet et au certificat à temps partiel que ceux des étudiants qui ne sont pas de première génération. Il y a même quelques points de pourcentage de plus. Évidemment, ceux qui vont choisir de s'inscrire à temps partiel, par exemple, on le voit au bac, il y a une différence marquée là, on a vu tout à l'heure qu'ils s'inscrivaient davantage à temps partiel en proportion que les autres. Alors, évidemment, l'étudiant qui débute à temps partiel a moins de chances de mener son projet d'études à terme au baccalauréat que s'il le fait à temps complet. Et on voit que, par contre, qu'à choix égal, les taux des étudiants de première génération sont très, très intéressants aussi. Si on reste au niveau du bac à temps complet, là où on a la masse critique d'un point de vue statistique, où il y a assez de données pour pouvoir fragmenter, on l'a fait par grand domaine d'études. On a pris les étudiants au bac à temps complet, on a regardé les sciences sociales et humaines, sciences pures et appliquées et sciences de la santé. Et ce qu'on voit, c'est que les taux de diplomation demeurent comparables entre les deux groupes d'étudiants à domaine d'études comparables. On a regardé aussi la durée des études. Au bac à temps complet, il n'y a pas de différence significative entre la durée des études des deux groupes d'étudiants. Par contre, quand on regarde au niveau du certificat à temps partiel, on voit que les étudiants de première génération vont prendre plus de temps pour compléter leur diplôme. Ça peut aller jusqu'à 1 année là, en moyenne de différence. On s'est intéressé aussi à la moyenne cumulative des diplômés de bac parce qu'on a vu qu'ils allaient moins au 2e cycle. Donc, on s'est demandé si c'était parce que
les étudiants avaient des moins bons résultats associés à leur diplôme, donc qui leur permettraient moins d'accéder au cycle supérieur. Ça ne semble pas être le cas. On voit des résultats un petit peu plus faibles au niveau de la moyenne cumulative en sciences pures et appliquées des étudiants de première génération, mais des moyennes plus élevées du côté des sciences santé. Au niveau de sciences sociales et humaines, pas de différence, et globalement, ça reste comparable. Donc, si on fait un sommaire de ce qu'on vient de voir, ce qu'on peut retenir de cette série de statistiques-là qui vous a été présentée, au secondaire, ils ont des défis importants à relever sur le plan de la réussite. Ils peuvent moins s'appuyer sur leurs parents. Ils sont plus souvent appelés à définir leur projet d'études seuls. Ils vont être plus souvent responsables de leur subsistance, vont avoir des aspirations scolaires moins élevées. On a vu que 40% prévoyaient se limiter à un diplôme d'études secondaires du côté des étudiants de première génération. Et ils sont plus nombreux à faire une pause d'études pour aller travailler après le secondaire. Donc, on va en perdre entre le secondaire et le collégial. Pour ceux qui vont poursuivre aux études collégiales, ils vont être plus nombreux à choisir un programme d'études terminales au collégial et viser une insertion rapide sur le marché du travail, et plus nombreux aussi à faire une pause d'études avant d'entrer à l'université. Donc, on va en reperdre encore entre le collège et l'université. Ceux qui entrent à l'université, on voit qu'ils accordent une importance non négligeable à l'emploi, et en conséquence, pour plusieurs d'entre eux, le milieu du travail devient un modèle signifiant et le projet d'études va se construire en conciliation avec le milieu du travail. Ça nous amène à un projet d'études universitaires quand même, comme on l'a dit tout à l'heure, très favorable, qui est plus réfléchi, plus défini, plus définitif aussi, et mieux intégré à leur projet de vie. On a vu tout à l'heure aussi que les taux de diplomation étaient très bons. Donc, à projet comparable, les étudiants réussissaient bien. Donc, au niveau de la réussite, ça ne semble pas inquiétant. Il y a quand même une problématique au niveau de l'accès à l'université aussi, on l'a vu. Si à projet comparable, ils réussissent aussi bien, ils vont faire quand même des choix qui, au départ, mettent à risque leur projet davantage s'ils sont plus nombreux à s'inscrire à temps partiel. On l'a vu, les taux de diplomation sont plus faibles quand ce choix-là est fait dès le départ que si on choisit de s'investir à temps plein dans son projet d'études. Donc, il y a des risques qui sont faits, il y a des choses à travailler au niveau de l'accès. Et on a vu aussi qu'il y allait moins au cycle supérieur. Donc, tout ça, que ce soit au secondaire, au collège ou à l'université, ça nous montre que c'est important d'intervenir tôt dans le parcours des étudiants pour valoriser les études, nourrir les aspirations scolaires, ouvrir les œillères et même jusqu'à l'université, comme on vient de le dire, leur présenter d'autres modèles signifiants, les aider à définir leur projet d'études et, évidemment, avec toutes les caractéristiques que sont les leurs, mettre en place différents services de soutien en fonction de leurs besoins. Donc voilà, moi ça fait le tour là, de ma présentation. Merci Sylvie. On a eu une ou deux questions durant ta présentation. Je vais les lancer comme ça, puis on pourra y répondre ensemble, ou peut-être si Alexandra, tu vas intervenir aussi. Il y a quelqu'un qui nous demande si on a... attendez, là, je ne veux pas me perdre. Oui, si on a tenu compte de la formation professionnelle dans la réalisation du portrait. La formation professionnelle? Au secondaire. Honnêtement, je ne me souviens pas. C'est École qui a traité les données. Tous ceux qui étaient admissibles à l'enquête, est-ce qu'ils y étaient inclus? Je pense. Non, en fait, c'était les élèves du secondaire. Donc, la réponse, c'est non. Je pense que non, hein? Parce que le QSJS, l'enquête au secondaire, ce qu'on a ciblé comme groupe, c'était les élèves en formation, je me souviens pas du terme, la formation initiale ou la formation, en tout cas, c'était pas la formation professionnelle. Par contre, quand on a présenté les résultats préliminaires du portrait, il y avait justement cette question-là, puis il y avait un chercheur qui était intervenu en nous disant que lui, il avait fait des recherches sur le parcours des étudiants en formation professionnelle. Puis une des choses qui était intéressante, c'était de voir que, dans le fond, la problématique vécue par les étudiants de première génération qui sont issus de milieux qui ne peuvent pas leur fournir un modèle au regard du collège puis de l'université, est aussi vécue par des étudiants qui sont, eux, issus d'une famille scolarisée, donc au collège puis à l'université, puis qui doivent faire des allers-retours parce qu'ils se rendent compte
que finalement, ce qu'ils veulent faire, c'est un projet d'études professionnelles. Et souvent, ils vont faire un détour par les études collégiales. Ils vont se rendre au collège, ils vont se rendre à l'université parce que les parents sont là pour les encourager dans cette voie-là. Puis rendu là, ils se rendent compte que finalement, peut-être que ce que j'ai envie de faire, c'est un projet de formation professionnelle. Puis là, ils font en quelque sorte un détour eux aussi. Donc, c'est vraiment la formation des parents, la scolarité des parents est vraiment déterminant, là, tant du point de vue d'un étudiant de première génération, donc dont les parents n'ont pas fait d'études collégiales universitaires, que du point de vue inverse. Mais c'est sûr que ce serait intéressant d'explorer cette voie-là au niveau des élèves en formation professionnelle pour voir c'est quoi leur portrait à eux. On a une autre question aussi qui est de Madame Baudry, qui demande si il y a eu une différenciation entre le niveau d'études de la mère et du père dans le cadre du portrait. On les a considérés combinés, on les a pas distingués, effectivement. On a laissé, il fallait qu'au moins un des deux parents soit un modèle universitaire ou un modèle collégial, donc qui ait fait des études à ce niveau-là. Mais on n'a pas regardé séparément là, les deux. Puis l'autre question de Madame Macarena. Donc, elle se demande si elle dit, je n'ai pas vu le nombre d'étudiants internationaux dans le profil. Est-ce qu'il y en avait? En tout cas, à l'université, on les a exclus parce que l'idée, c'était vraiment de cibler ceux qui nous arrivaient de nos collèges. Ils sont moins nombreux à passer par les collèges, les cégeps ici au Québec. Donc, ils ne sont pas dans l'analyse spécifiquement. Puis au niveau de la littérature, une des choses qu'on remarque aussi, c'est que quand on a présenté, je ne sais pas si je peux vous le remontrer ici, le graphique sur les taux d'accès, vous voyez les immigrants de première, de deuxième génération, ils ont des taux d'accès à l'université qui dépassent considérablement la moyenne québécoise. Puis la problématique de l'étudiant de première génération au Québec n'est pas vécue de la même façon pour un étudiant issu de l'immigration, donc qui arrive de l'extérieur. Même si ses parents ne sont pas scolarisés, la valeur des études, des études universitaires ou des études collégiales est beaucoup plus forte dans ces groupes-là que dans les groupes moins scolarisés dans les régions du Québec. Donc, ce n'est pas la même problématique. C'est une des raisons pourquoi on a voulu vraiment cibler davantage juste les étudiants, dans le fond, au Québec. Ensuite, Monsieur Avignon. Il nous demande, merci pour la présentation, je vais vous lire. À titre de comparaison, pouvez-vous nous rappeler les données concernant la présence des EPG au collégial et à l'université à l'échelle du Québec? La proportion. Les proportions. On les a-tu mis dans le document, ça? Sinon, à l'échelle du Québec qu'on veut, hein? Pas la donnée des trois régions, mais on veut la donnée québécoise? Oui, on l'a dans le premier graphique du portrait. Oui. OK, mais on ne l'avait pas dans la présentation, hein? Non. Alors, on a 23% d'étudiants qui sont au niveau du Québec, de l'ensemble de la province. Au niveau du secondaire, on a 23% d'étudiants de première génération collégiale, 54% universitaires. Si on va maintenant au niveau collégial, il y a 20% d'étudiants qui sont de première génération collégiale, 50% de niveau universitaire. Quand on arrive à l'université, on n'a pas une donnée québécoise, vu que c'est une enquête propre à l'UQ qu'on a utilisée, l'Université du Québec. Donc, c'est les données pour le réseau de l'Université du Québec dans son ensemble. On a 30% des étudiants qui sont des premières générations collégiales et 60% qui sont de première génération universitaire lorsqu'ils entrent à l'université. Ça va pour ça, Monsieur Avignon? Les données sont dans le portrait détaillé, le graphique ou l'information détaillée va s'y trouver. Là. Ensuite, on a Madame Gagné qui nous dit, super intéressant, avez-vous fait une différenciation selon les sexes? Pas pour toutes les caractéristiques. On a juste le graphique qui montre la part d'étudiants de première génération pour les hommes et les femmes au début, mais on n'a pas montré la répartition selon le sexe et le donné
globalement, on n'a pas fait le portrait séparément pour les hommes et les femmes. Ouais. Par Mm. contre, ce qu'on a fait quand on a réfléchi à cette question-là, on est allé voir l'évolution des taux d'accès à l'université selon l'appartenance à un des deux sexes, dans le fond, puis selon le genre, puis on a vu que les mesures qui ont été mises en place pour favoriser l'accès aux études supérieures, que ce soit la création du réseau des collèges ou la création du réseau de l'Université du Québec, a vraiment bénéficié aux femmes issues de milieux, donc les femmes EPG, là, issues de milieux non scolarisés. Les hommes, on a vu, on voit vraiment dans un des graphiques, on voit vraiment la courbe, l'augmentation du taux d'accès à l'université et au collège des femmes. Par contre, les hommes, c'est beaucoup moins marqué. Ça, c'est une des questions qui nous intéresse disons, de continuer à documenter, c'est la question des garçons aussi, de comment est-ce que nos interventions qu'on met en place vont soutenir les étudiants de première génération au sens large, mais comment est-ce qu'on peut aller rejoindre plus spécifiquement, parler davantage aux garçons parce qu'on sait qu'ils sont moins sensibles aux mesures qui sont en place actuellement pour favoriser l'accès et la poursuite aux études supérieures. Voilà, je ne sais pas si on a d'autres questions. Merci. Peut-être qu'on peut poursuivre avec les expérimentations s'il n'y a pas d'autres questions. De toute façon, vous aurez la chance de le présenter, de poser d'autres questions là, dans les prochaines présentations. Catherine, j'essaie de faire avancer mon... OK. Excusez-moi. Hey, Sophie, regarde, bouge pas. Tu emmènes le document de présentation? Ou tu veux passer celui d'André de... Non, Regarde, tu vas de même? Non. Tu veux pas passer là? C'est correct, ouais. Non, on va passer au mien en premier. Après, on va Ah, OK, tu veux retourner aux expérimentations. Ah, parfait. Merci. C'est bon? Merci. Donc, c'est vraiment, je vais revenir même à la diapo précédente. Donc, c'est vraiment à partir de ces principaux, de ces constats-là que la communauté de pratique s'est penchée sur le développement d'interventions. En fait, ce qu'ils voulaient, c'était cibler des interventions qui allaient être pertinentes en lien avec les constats qu'on a fait dans le portrait. C'est une démarche exploratoire, c'est un projet pilote. Donc, ce qu'on a fait, c'est que on a créé, dans le fond, chaque région a créé des comités, comme on disait tout à l'heure, des comités régionaux. Ils ont mobilisé des partenaires au sein de leur milieu pour se pencher sur cette question-là, pour d'abord transmettre les connaissances qu'on avait développées sur les étudiants de première génération, puis développer des interventions, expérimenter des interventions qui s'adressaient à ces étudiants-là. Donc, on a expérimenté et évalué 8 interventions interrompues dans les 3 régions du projet. Des interventions qui touchaient justement, comme on disait, la question des aspirations scolaires et professionnelles, le sentiment de compétence de ces étudiants-là, l'identité, le soutien parental, la valorisation des études supérieures, la préparation du projet d'études. Donc, on a retenu les besoins des étudiants puis essayer d'expérimenter des interventions en lien avec ces thèmes-là. Le regroupement du Saguenay-Lac-Saint-Jean, je ne vais pas vous le présenter parce qu'Alexandra va nous le présenter tout de suite après. Donc, vous voyez ici les partenaires qui étaient impliqués et ils se sont en particulier intéressés, pas uniquement, mais beaucoup intéressés à la question des parents. Donc, comment rejoindre les parents, puis comment améliorer le soutien et le rôle des parents dans la transition vers les études supérieures des jeunes. Donc, Alexandra va nous présenter ça tout à l'heure. Au Bas-Saint-Laurent, eux aussi, éventuellement, ils vont être invités à participer au prochain webinaire, peut-être au printemps ou dans le courant de l'hiver 2017. Donc, ils se sont intéressés à la question des modèles signifiants. Donc, ils ont vraiment creusé cette question-là parce que, comme on a vu tout à l'heure dans le portrait, les étudiants de première génération peuvent moins s'appuyer sur le soutien de leurs parents, ils ont des aspirations scolaires moins élevées, ils ont, disons, moins de modèles dans leur entourage au regard de la réalisation d'un projet d'études collégiales ou universitaires. Donc, ce qu'ils ont fait, ils ont expérimenté 2 choses. Ils ont développé un programme de mentorat
un programme interordre de mentorat étudiant. En quelque sorte, en fait, c'était des étudiants de première génération universitaire qui étaient jumelés à des étudiants du collège qui étaient dans un programme, on appelle le programme PEP, qui est un programme, dans le fond, un peu de dernier recours. C'est des étudiants qui sont à risque de décrochage, qui ont déjà fait le programme une première fois avec le soutien d'un tuteur et qui se retrouvaient dans une deuxième inscription à ce programme-là. Donc là, on faisait intervenir un mentor EPIG qui était un étudiant de l'UQAR qui était là pour vraiment accompagner l'étudiant, mais plus sur un plan personnel, sur un plan discuter de tes aspirations, discuter de tes projets, discuter de moi, mon parcours, qu'est-ce que j'ai vécu comme étudiant de première génération. Et donc, c'était une mesure qui a été mise en place puis qui a été évaluée. Les résultats sont vraiment intéressants et ils vont poursuivre le développement de ce programme au collège. Ensuite, l'autre expérimentation qu'ils ont fait, c'était de formaliser une démarche pour agir plus efficacement en tant que modèle signifiant. Donc là, ils ont collaboré avec le Carrefour des sciences, le Conseil des loisirs scientifiques, les commissions scolaires. Ils sont allés intervenir auprès d'écoles primaires et secondaires pour permettre à des animateurs qui agissaient déjà auprès de ces élèves-là, qui fournissaient un modèle, disons, scientifique auprès de ces élèves-là. Et ils ont accompagné ces animateurs-là pour jouer également un rôle de modèle signifiant, plus sur un plan personnel ou sur le plan du parcours d'études. Donc, c'était de les sensibiliser à l'importance de parler de leur expérience. Si vous êtes un étudiant de première génération, parlez-en, parlez de votre parcours personnel, parlez de vos aspirations, qu'est-ce qui vous a mené là, comment vous avez passé à travers ce parcours-là. Et les résultats d'évaluation sont vraiment intéressants parce qu'ils permettent de rendre compte que, disons, ce qui interpelle le plus les étudiants, les élèves de milieux plus défavorisés, c'est vraiment l'expérience plus atypique des étudiants de première génération. Donc, même les élèves du primaire disaient « Ah, lui, il est allé à l'université, même si ses parents n'étaient pas d'accord, ou il ne se sentait pas à sa place, mais il a continué pour telle raison. » Donc, c'est vraiment des modèles qui les inspirent parce que ça les amène à se dire, ben moi aussi je suis capable, moi aussi je peux me projeter dans un projet comme ça. Lui, il vient du même milieu que moi, puis il le fait. Donc, c'est des interventions qui sont assez simples, mais qui font quand même une belle différence. C'est sûr, je résume. Donc, quand on aura le webinaire, vous pourrez l'explorer plus en détail, mais aussi par la voie des fiches qui vont être déposées sur le site et qui résument les différentes expérimentations. Vous allez pouvoir avoir accès aux outils qui ont développé, puis mieux comprendre aussi la démarche qu'ils ont fait. Donc, ils ont créé un guide pour agir plus efficacement en tant que modèle signifiant. Donc, ils ont travaillé avec le programme Je suis capable, qui est un programme de sensibilisation à l'importance des sciences et des carrières scientifiques dans les écoles primaires. Et aussi, ils ont travaillé avec Expo Sciences. Et le programme de mentorat aussi est détaillé dans les fiches. En Abitibi-Témiscamingue, les expérimentations qui ont été développées ont vraiment misé sur la valorisation des études supérieures et la reconnaissance, la valorisation des étudiants de première génération à travers ça. Donc, en Abitibi, une région qui est proche du plein emploi, où les emplois dans les secteurs miniers, des ressources naturelles sont quand même très bien rémunérés, n'exigent pas nécessairement des études supérieures. Donc, la question de la valorisation des études supérieures devenait assez importante pour eux. Donc, ils ont fait une campagne régionale et ils ont aussi créé des symboles, ils ont créé une signature EPG, ils ont créé des affiches. Donc, c'était vraiment de valoriser les études supérieures, mais surtout valoriser la participation des étudiants de première génération aux études universitaires et collégiales. Parallèlement à ça, ils ont créé aussi un outil de référence pour tout le personnel du collège et de l'université, qui va être accessible aussi sur le site Internet, pour les informer de qui sont les différentes
population étudiante au sein de votre institution, quelles sont leurs caractéristiques spécifiques et quels sont leurs besoins. Donc, voilà pour l'Abitibi-Témiscamingue. Là encore, vous pourrez avoir accès aux différentes capsules qui ont été créées et aux outils sur le site web. Donc, je passe tout de suite la parole à Alexandre. Oups, attendez. OK. Ça a fermé, excusez-moi. Alexandra, peut-être juste avant excuse-moi, avant de passer la parole, Alexandra, je voulais vous dire que hier, c'est parce que c'est arrivé hier. Hier, on était invité au lancement de la stratégie d'action jeunesse qui a été lancée par le secrétaire à la jeunesse et qui annonce que la suite du projet sur les étudiants de première génération, que le projet sur les étudiants de première génération va pouvoir se poursuivre. On avait fait une demande pour un financement auprès du secrétaire à la jeunesse et ils ont accepté notre demande. Donc, le projet va pouvoir se poursuivre. On va évidemment vous tenir au courant via le site du CAPRES. Donc, voilà, Alexandra, maintenant, je te passe la parole. Merci beaucoup, Sophie. Est-ce que ça va bien pour le son? C'est parfait. Oui? D'accord. Donc, ça me fait plaisir là, de vous présenter ce matin le volet de l'intervention du Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est certain que, comme Sophie le disait, là, chaque région a quelques interventions qu'elles ont mises en place. Et je pense que toutes ces interventions-là peuvent bien cohabiter d'une région à l'autre. Je pense que ça, il y a un intérêt à y aller de cette façon-là. Alors, je vais vous parler tout d'abord de notre collaboration régionale qui ont été réalisées dans le cadre du projet. Vous allez pouvoir les retrouver aussi là, sur Je vais vous glisser quelques mots sur le projet comme tel, mais toutes les productions qui ont été réalisées dans le cadre du projet, vous allez pouvoir les retrouver aussi là, sur le guide qui sera rendu disponible sous peu, et également là, certaines retombées du projet de notre région. Donc, pour mettre en place le projet, on a vraiment pu compter sur une communauté de pratique interordre. Donc, vous voyez qu'il y a quand même plusieurs partenaires là, au Saguenay-Lac-Saint-Jean qui sont parties prenantes du projet. Alors, au niveau du secondaire, on avait les 4 commissions scolaires, les 4 collèges également de la région, et bien évidemment l'UQAC, et également notre instance régionale de concertation qui est le CREPA, et ECOB aussi, qui faisait partie du projet. Donc, on était plus d'une dizaine là, autour de la table. On s'est réunis, je vous dirais, plus d'une dizaine de fois pour vraiment discuter du projet, de prendre connaissance du portrait des étudiants de première génération. Et cet échange-là, ces échanges-là qu'on a pu avoir interrompt le fait de pouvoir s'asseoir ensemble, de parler du parcours scolaire, du secondaire à l'université, ça a été extrêmement riche. Donc, moi, je remercie tout le monde qui a participé à ce projet-là. C'est certain qu'on a pu aussi compter au Saguenay-Lac-Saint-Jean sur une région qui est vraiment mobilisée pour la réussite éducative depuis quand même plusieurs années. Donc, entre autres, les travaux du CREPA, les travaux d'ECOB, la chaire visage, tout ça fait en sorte qu'on a un terreau qui était très favorable à la concertation, à la collaboration. Aussi, on a pu pouvoir faire des liens justement entre la recherche et l'intervention. Donc, ça a été très intéressant. Donc, dans un premier temps, c'est certain qu'il a fallu s'approprier le concept EPG parce que je vous parlais tout à l'heure du comité de travail qui a été formé. Toutes ces personnes-là, quand on s'est rencontrés la première fois, le concept d'étudiant de première génération, c'était nouveau pour tout le monde. Donc, ce n'était pas un concept qui était connu. Alors, on s'est vraiment approprié le portrait qui nous a été divulgué tout au long du projet. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, d'un portrait statistique au départ, plus les rencontres avançaient et plus les intervenants autour de la table commençaient à mettre des noms puis des visages sur les étudiants de première génération. Par exemple, une personne disait « Oui, mais moi, justement, je viens de parler à une étudiante du secondaire qui a un bon dossier scolaire, puis elle me dit qu'elle n'ira jamais à l'université parce qu'elle voit ça vraiment comme étant trop difficile. » Ou encore un autre qui dit « Mais moi, j'ai un étudiant qui a vraiment besoin de plus de soutien pour toute la démarche,
pour l'admission au collégial. Donc, je me rends compte, là, justement, je constate les besoins peut-être de ces étudiants-là que je ne voyais pas nécessairement auparavant. Donc, ça, c'était vraiment intéressant là, comme démarche. Ce qu'on a fait aussi, c'est en parallèle, on a exploré aussi ce qui se fait ailleurs. Donc, si vous regardez, pour nous, c'était tout à fait nouveau, le concept d'étudiants de première génération. Mais quand on a commencé à explorer ce qui se fait ailleurs au Canada, aux États-Unis, les First Generation Students, on a vraiment constaté plusieurs initiatives qui étaient intéressantes. C'est sûr qu'il y a des différences importantes entre le système scolaire québécois et bon, les autres systèmes scolaires qu'on regardait, mais il y avait quand même des choses qui étaient justement comme l'idée du mentorat, l'idée des programmes de bourse, l'idée de faire des ateliers de préparation aussi aux études supérieures. Donc tout ça, ça revenait. Puis ça nous a alimenté là, justement dans notre réflexion. J'ai mis quelques exemples dans la présentation. Donc notre idée de départ, comme Sophie le disait tout à l'heure, on a vraiment travaillé davantage sur l'implication des parents dans le parcours scolaire. On avait ciblé un moment charnière. Dans notre cas, ça a été la troisième secondaire. Donc, vraiment de travailler en amont, avant les études supérieures, comment justement favoriser cette transition-là. La troisième secondaire, parce que c'est une année qui est charnière, l'étudiant a des choix à faire lors de cette année-là, qui ont souvent des impacts pour son projet futur. Donc, c'était l'année qu'on avait ciblée. C'est sûr que tout au long de nos discussions, ce qu'on se disait, c'était le message qu'on envoie, c'est pas de dire, ben voici la voie qu'on privilégie, puis on pense que tout le monde devrait faire des études, se rendre aux études collégiales et universitaires. Mais ce qu'on se disait, c'est que du moment où le jeune aspire, le potentiel, qu'il puisse justement faire cette transition-là, puis bien vivre cette transition-là, peu importe le milieu socio-économique duquel il provient. Donc ça, c'était vraiment notre idée de départ. Puis aussi, on voulait travailler en collaboration avec les parents. Au niveau de la région, il y a quand même plusieurs initiatives qui se sont faites dans les dernières années pour impliquer les parents. On sait qu'au niveau des déterminants de la persévérance scolaire, si on regarde les travaux, entre autres de réussir, on cible l'encadrement parental, la valorisation des études par les parents comme étant des déterminants de la persévérance scolaire. Et on s'est dit, bien, probablement que ce déterminant-là a un impact aussi sur la transition vers les études supérieures. On pense aussi, entre autres, peut-être vous avez déjà pris connaissance de l'étude de Terril et Gingras qui parle de l'impact de l'accompagnement puis la valorisation des études par les parents sur la diplomation collégiale. Donc, on est vraiment allé travailler sur cet angle-là. Au niveau de la littérature aussi, sur ce qui se fait ailleurs, au niveau justement de ce qui ressort au niveau du rôle des parents. Bon, entre autres, en fait, ce qui ressort beaucoup, c'est que les parents souhaitent accompagner, mais n'ont pas nécessairement toutes les connaissances ou l'information nécessaire pour bien accompagner le parent qui n'a pas d'expérience collégiale ou universitaire. Donc, entre autres, on avait l'étude d'Auclair qui disait, bon, le manque de connaissances, ça ressortait d'études américaines. Donc, le manque de connaissances et d'informations des parents au sujet des études postsecondaires est un autre facteur qui influence l'expérience scolaire. L'autre citation que je vous ai indiquée, c'est Kintrea, ça c'est une étude britannique, qui disait que les aspirations sont souvent élevées, autant chez les jeunes et les parents, des milieux qui sont à plus faible capital scolaire, mais c'est souvent le chemin et les exigences pour s'y rendre qui sont parfois moins bien comprises. Et Kintrea, concluait aussi sur l'importance d'impliquer les parents et les communautés pour travailler sur les aspirations scolaires. Alors, on est vraiment allé avec, entre autres, ces idées-là, ces suggestions-là. On avait aussi un rapport qui a été intéressant dans le cadre de notre projet, qui parlait justement des groupes sous-représentés. Celui-là, c'est un rapport qui provient de l'Ontario. Puis deux suggestions, entre autres. La première, c'était de faire une prise de contact qui soit générale, donc une prise de contact là, qui ne provienne pas d'une institution
scolaire en particulier, mais vraiment de façon générale et proactive, donc de vraiment aller vers, ne pas attendre que les personnes s'informent, mais d'aller vers, de créer un contact vers les familles et les communautés. Et aussi, dans ce rapport-là, ce qu'on retrouvait comme constat, c'était l'importance de démontrer aux familles comment les élèves seront appuyés dans leur parcours, sur les plans social et émotifs, entre autres. Et ça, on trouvait ça intéressant parce que dans nos discussions, il y avait une personne aussi qui avait fait un focus group, une personne qui est membre de notre comité de travail, qui avait fait un focus group auprès de jeunes du secondaire. Et ce qui ressortait un peu comme croyance, c'est que quand tu arrives aux études supérieures, il faut que tu te débrouilles tout seul. Il n'y a plus d'aide. Et là, c'était vraiment de dire, il faut changer cette façon de voir-là, puis bien expliquer qu'il y a encore du soutien qui va se faire au niveau des études supérieures. Donc, une autre source d'inspiration, c'est un projet qui est en place dans notre région. Le projet s'intitule Cap Avenir. D'ailleurs, ce projet-là a gagné dernièrement au Gala Force Avenue. C'est un projet qui est en place à l'école Fréchette de Lens-Saint-Jean. Donc, cette école-là a vraiment pu établir un climat de collaboration avec les familles. Et ce qui est un petit peu particulier, en fait, c'est que les étudiants du secondaire doivent, de cette école-là, de par le fait que l'école est située un peu en périphérie, si on veut, de Chicoutimi ou Jonquière, où sont les institutions, ou autres villes, là, où sont les institutions d'études supérieures. Donc, les étudiants doivent quitter le milieu familial. Et ce qu'ils font à l'école, c'est qu'ils ont mis en place plusieurs ateliers, activités pour les jeunes, pour les parents aussi, où ils vont traiter de thématiques justement un peu en lien avec les besoins dont Sylvie vous mentionnait là, dans le portrait au début de la présentation. Donc, parler beaucoup des prêts et bourses, de planifier un budget, la réalité collégiale, comment ça se passe, parce que des fois, on pense que c'est des choses qui sont connues, qui sont simples, mais il faut vraiment préciser, informer sur certaines choses, des thématiques comme l'alimentation aussi. Donc, toutes ces thématiques-là, et on s'est rencontrés, les gens de l'École Fréchette et moi-même, puis c'est sûr qu'on voyait beaucoup de liens entre notre projet puis les démarches qui sont en train de faire là, à l'École Fréchette. Et on s'est inspiré aussi, entre autres, sur les thématiques là, qui étaient abordées par cette école-là lors des ateliers. Donc, l'objectif de notre expérimentation, c'était vraiment de valoriser le rôle de la famille dans la persévérance scolaire, d'informer les parents sur les parcours scolaires et les transitions justement vers les études supérieures, d'essayer de les rendre accessibles le plus possible, même si le parent n'a pas d'expérience du collégial ou de l'université, et de faciliter la transition. Pour faire ça, qu'est-ce qu'on a choisi de faire, qu'est-ce qu'on a mis en place, entre autres? On a développé plusieurs outils de communication. Des outils de communication où on a voulu que ce soit des messages qui soient les plus courts, les plus vulgarisés. On s'est beaucoup questionné sur le choix des mots. On s'est dit on veut s'adresser à toutes les familles. Donc, même une famille qui n'a pas l'expérience collégiale universitaire, on veut que ce soit simple et très vulgarisé. On voulait avoir moins d'écrits aussi, plus d'informations audiovisuelles. Donc, on a créé des vidéos. Il y avait, entre autres, une conseillère d'orientation qui était autour de la table avec nous, qui disait, témoignait en fait d'une fois où elle avait transmis une vidéo à des parents, puis elle avait dit que ça avait été bien compris, puis c'était une bonne façon de communiquer avec les parents, donc on a gardé beaucoup cette idée-là. On voulait ne pas trop transmettre d'informations à la fois, donc on a transmis l'information par le biais d'une petite infolettre. En fait, c'était comme des courriels qu'on envoyait. On disait, il y a beaucoup d'informations sur le web, sur les transitions, sur les études supérieures, mais même entre nous, qui étaient professionnels, qui travaillent dans le monde de l'éducation, mais souvent, on s'apprenait l'existence de certaines ressources, puis on disait, des fois, trop, c'est difficile pour les familles d'aller vraiment faire le tri, puis d'avoir accès à cette information-là. Et on a voulu avoir une approche qui soit universelle, c'est-à-dire que toute l'information, tous les outils qu'on a créés, on les a transmises à l'ensemble des parents, peu importe le niveau de scolarité. On souhaitait y aller de cette façon-là. Donc, en fait, je vous le disais tout à l'heure, ce qu'on a produit surtout, c'est une série de vidéos, entre autres sur le rôle du parent et la transition scolaire secondaire collégiale. Puis, c'est sûr que dans notre message qu'on voulait lancer, c'était l'idée de dire, tout parent peut soutenir son jeune dans la transition. Peu importe, c'est un rôle qui est accessible à tous.
Donc, c'était vraiment le message qu'on souhaitait lancer. On avait fait une vidéo pour un peu parler des prêts et bourses, expliquer qu'est-ce que ça veut dire, un préalable, en quoi ça consiste. On a travaillé des vidéos aussi en lien avec le CREPA. Donc, entre autres, une vidéo qui mentionne, en fait, c'est des jeunes qui parlent, ils disent de quelle façon le parent peut les aider. On a fait aussi des vidéos sur des témoignages, donc de jeunes qui sont des étudiants de première génération, qui sont aux études universitaires ou collégiales et qui peuvent justement servir de modèle signifiant. De dire, ben moi, voici mon parcours, et je n'étais pas certain, je pensais peut-être pas me rendre à ce niveau d'études-là, mais voici, je l'ai fait, puis c'est faisable, puis toi aussi, tu peux le faire. Donc, c'est un peu le message qu'on voulait lancer par les différents témoignages. Et ces vidéos-là ont été produites là, en collaboration avec le CERDIC, qui ont travaillé très fort, alors je voulais leur dire un gros merci. On a fait, pour faire l'expérimentation, en fait, on a choisi d'y aller avec 2 écoles en particulier. Donc, l'infolette, les vidéos, les messages ont été transmis auprès des parents de ces 2 écoles-là, qui est la Polyvalente des 80 et l'école secondaire des Grandes Marées. On a aussi alimenté une page Facebook qu'on avait créée pour le projet. Essayer justement, l'idée c'était de créer le lien avec le parent, essayer peut-être d'avoir une communication qui soit bidirectionnelle, que le parent puisse poser des questions par le biais de la page Facebook. Je vous dirais, au niveau de l'évaluation, ça a été pas simple d'évaluer notre intervention parce qu'il fallait vraiment avoir accès aux parents. On s'est rendu dans une école pour essayer de remettre des petits pamphlets d'informations pour dire, ben voici ce qu'on a fait, on aimerait vraiment avoir votre retour là-dessus. Au niveau de l'appréciation des vidéos, ça c'était très grand. Au niveau de la page Facebook, ça c'était plus mitigé. Je pense qu'on a manqué un peu de temps là, pour créer le lien qu'on voulait créer avec la page Facebook, mais je pense quand même que l'outil reste un outil intéressant pour créer un lien avec les familles. Dans nos autres retombées qu'on pourrait mentionner, ben, je pense que juste le fait de nous être rencontrés, d'avoir discuté, comme ça a vraiment fait en sorte, moi justement j'ai rencontré des professionnels avec qui j'ai travaillé tout au long du projet dernièrement, puis on dit, ben, qu'est-ce que ça vous a apporté aussi de participer à ce projet-là? Et l'ensemble dit, ben, moi je suis plus sensibilisée maintenant dans ma pratique aux besoins des EPJ. Quand je pense à une activité d'accueil, dans mon collège, je vais mentionner, je vais m'assurer de répondre peut-être à des craintes que pourrait avoir un étudiant de première génération. Une personne secondaire va dire, mais moi, je vois que quand un jeune a besoin de plus d'accompagnement pour les demandes d'admission, je vais donner plus de temps à ce jeune-là. Donc ça a vraiment été une retombée autre, si on veut, mais qui est quand même intéressante. Et pour la suite des choses, bien, justement, avec tous les outils qu'on a construits, on est en train de développer un site Internet qui va s'adresser aux parents, aux jeunes aussi. En fait, ce qu'on souhaite, c'est que l'outil puisse être utilisé par les conseillers d'orientation, soit de la formation des jeunes, même au secteur des adultes, soit utilisé par les services aux étudiants, par les organismes communautaires aussi, qui sont souvent en lien avec les familles auxquelles on souhaite s'adresser. Et les thèmes retenus, c'est vraiment au niveau du budget, les ressources qui sont disponibles, comme je le disais tout à l'heure, des exemples de parcours différents, et un volet du site qui s'adresse plus particulièrement aux parents. Alors, tout ça est en développement. Donc, ça fait le tour, là, je vous dirais rapidement, de ce qui a été fait pendant tout le projet au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, ça a été, en tout cas pour moi, je peux dire que ça a été une expérience très, très enrichissante et le fait d'avoir pu collaborer avec tous ces gens-là, conseillers d'orientation, conseillers pédagogiques, etc., ça a été très riche. Merci beaucoup, Alexandra. Vraiment, c'est une super présentation. On a des beaux commentaires. Il y a des gens qui nous répondent « Wow, quel beau projet, super! Est-ce qu'on va avoir accès à tous ces outils-là, aux capsules vidéo, page Facebook? C'est quoi votre page Facebook? » Tout ce qui est présenté, puis aussi tout ce qui va suivre, parce que là, le projet va se poursuivre, va être déposé sur le site du CAPRES dans notre section là, qui s'appelle le guide de référence sur les étudiants de première génération. Ce qui est intéressant aussi, c'est que dans le fond, là, on était vraiment dans une phase exploratoire, le portrait, les expérimentations, tout ça.
le projet qu'on propose pour une deuxième phase, donc qui va se dérouler à partir de l'hiver 2017, ça va être vraiment de s'appuyer sur ce qu'on a constaté dans ces expérimentations-là, puis créer des outils, aller plus en profondeur dans la création d'outils et les rendre surtout autoportants, donc vraiment permettre un transfert dans d'autres milieux, dans d'autres régions, donc pour que vous puissiez vous approprier les constats qu'on a faits, les outils qu'on a expérimentés et les utiliser auprès des étudiants dans votre milieu. Je pense qu'on va avoir plusieurs questions qui sont en train d'apparaître. Peut-être une dernière petite chose avant de transférer les questions, c'est qu'est-ce qui ressort de tout ça? Et puis, il y aura un deuxième webinaire, comme on disait, qui va présenter les deux autres projets dans les deux autres régions. Mais qu'est-ce qui ressort, les clés ou les constats principaux jusqu'à maintenant? C'est vraiment, comme on a dit, la question de l'interordre, donc travailler en amont jusqu'au primaire si c'est possible. Les aspirations, ça se construit tout au long du parcours, donc vraiment de s'associer dans nos régions avec des partenaires de tous les ordres d'enseignement, de travailler à informer les parents, à valoriser leur rôle, c'est ressorti aussi dans plusieurs expérimentations. Travailler avec des initiatives existantes, donc on ne refait pas le monde, on travaille avec qu'est-ce qu'il y a en place pour le soutien des jeunes dans l'accès, la persévérance, les aspirations, en apportant une lunette étudiant de première génération, donc une lunette d'un jeune qui évolue dans un milieu qui ne lui offre pas nécessairement tous les modèles pour aspirer à des projets d'études supérieures. Bien informer et mobiliser les intervenants scolaires et mettre en scène des modèles signifiants. Ça peut même être des modèles, ça peut être des modèles étudiants, mais ça peut aussi être des intervenants, des professeurs, des conseillers pédagogiques qui ont été de première génération puis qui peuvent aussi parler de leur expérience aux jeunes avec qui ils sont au quotidien. Et la dernière clé qui est ressortie, c'était de bien valoriser les étudiants de première génération sans nécessairement les stigmatiser. Donc, passer des messages sans dire, ben, toi, étudiant de première génération, viens ici, je vais intervenir auprès de toi. Donc, y aller de façon plus globale, développer des interventions qui s'adressent à l'ensemble des étudiants, mais qui tiennent compte de leurs caractéristiques. Donc, je ne sais pas si je pourrais relayer peut-être les autres questions. Il y avait d'abord monsieur Denis Marchand qui nous disait ce serait intéressant, suite à la présentation de Sylvie, du portrait, de comparer les taux de chômage entre les hommes et les femmes en région pour expliquer les différences dans l'accès aux études supérieures. Donc ça, c'était un commentaire. Ensuite, c'est ça, on demandait, c'est Madame Baudry. Excellent. Avez-vous interrogé d'une façon ou d'une autre les parents qui ont participé au projet? Donc, quelle est leur réaction? Alexandra, je pense que vous avez fait des évaluations auprès des parents. Oui, on a transmis par questionnaire, puis l'appréciation était très élevée. On avait des répondants, on a demandé le niveau de scolarité, le dernier niveau de scolarité atteint, et les parents, peu importe le niveau de scolarité, disaient avoir apprécié les outils, les avoir trouvés clairs. Ça leur avait permis justement de mieux comprendre certaines choses. Donc, c'était positif. Super. Mais je regardais, puis c'est ça, il n'y a pas de questions spécifiques sur la présentation, mais on a beaucoup de commentaires, des bravos intéressants, merci, félicitations, réellement intéressant, tenez-nous au courant, etc. Donc, il y a aussi Madame Gingras qui nous dit félicitations, merci beaucoup, très inspirant. Donc, je pense que ce qu'on fait à partir d'aujourd'hui, c'est d'abord de vous rendre, de vous donner un accès à tout ce qui a été développé, quels sont nos constats, nos outils. Et peut-être même continuer à diffuser sur le site du CAPRES l'évolution de la phase 2 du projet qui va se mettre en place incessamment. Donc, on demandait aussi quand est prévue la sortie du site du côté du Saguenay-Lac-Saint-Jean, donc peut-être le site avec Cap Avenir. Je ne sais pas s'il y a une date de lancement. Pour le site Internet?
Ouais. C'est plus, il n'y a pas de date précise encore, mais à la session d'hiver, certainement. On pourra mettre l'information, j'imagine, sur le site du CAPRES, avec le guide, peut-être avec les interventions justement du Saguenay-Lac-Saint-Jean, on pourra l'indiquer là, j'imagine. Oui, sur le site du CAPRES, vous allez avoir en fait, il y a comme, je dirais, 3 sections. Il y a une section qui s'appelle «Qu'est-ce qu'un étudiant de première génération?» Donc là, vraiment, on apprend plus en détail l'ensemble des caractéristiques, comme vous a présenté Sylvie, à partir du portrait. Il y a aussi une petite section qui s'appelle «Pour en savoir plus», où là, vous avez une liste d'études, des rapports de recherche ou des études qui ont été faits sur ces étudiants-là, puis qui sont vraiment intéressantes. En particulier, une qui a été faite par Madame Thérèse Bouffard de l'UQAM, qui montre que ces étudiants-là, même à l'université, même s'ils sont dans une situation de réussite et puis qu'ils ont des taux de diplomation, des taux de réussite équivalents à celles des autres, ils vivent des défis plus grands parce qu'ils sont dans une dynamique de conflit identitaire. Donc, ils sont constamment à justifier auprès de leur famille, parfois, pourquoi ils sont à l'université. Donc, c'est une situation qui leur est particulière parce que la valeur des études universitaires n'est pas toujours perçue au sein de leur famille. Donc, c'est une réalité qu'ils vivent aussi. Donc, dans cette section-là, vous avez des recherches, des rapports de recherche qui vous permettent d'en savoir davantage. Une autre section qui s'appelle des expérimentations à votre portée, où là, on présente les différentes expérimentations qui ont été réalisées dans les 3 régions et vous avez là tous les outils. Donc, vous allez avoir accès aux capsules. On pourra mettre le lien vers la page Facebook aussi, peut-être, Alexandra, et vers le site Internet. Et une autre section qui décrit un peu l'historique du projet, où là, vous avez tout ce qui a été réalisé dans les dernières années et aussi les partenaires là, qui ont été impliqués. Donc, nous, on va s'assurer de diffuser l'évolution du projet aussi sur le site là, pour vous permettre de rester connecté et éventuellement de participer à sa diffusion. Il n'y a pas d'autres questions. Je pense qu'on a encore beaucoup de félicitations, très beau travail. Excellent, merci. Donc, merci à tous pour votre écoute. On a eu une belle participation, 70, pas loin de 80 participants à ce webinaire. Donc, merci beaucoup. Moi, je veux peut-être souligner aussi, juste avant qu'on se quitte, le guide est disponible, mais pour plusieurs, en entrant sur le guide, vous allez voir, vous avez une petite capsule qui a été développée qui permet de mieux comprendre qu'est-ce qu'un étudiant de première génération, puis aussi qui met la table sur ce que vous allez retrouver dans le guide. Cette capsule-là a été montée pour expliquer le guide, entre autres, mais aussi pour que les gens puissent plus facilement partager ça et faire connaître ce qu'est un étudiant de première génération. Fait que je vous invite à la partager. Elle est quand même très agréable à écouter. C'est tout court, c'est pas 2 minutes, mais ça donne une bonne idée de qui ils sont et ce qui a été fait, ce que le guide propose. Moi, je voudrais remercier énormément nos panélistes, notre animatrice panéliste aussi. C'était très intéressant. Il y a eu beaucoup de participants, beaucoup d'intérêt, je crois aussi. Donc, un immense merci. Ça va être disponible, ce webinaire-là, dans à peu près autour de 2 semaines après, juste pour Noël, probablement, ou au début 2017, vu qu'on a les vacances qui s'interposent. Mais bref, sous peu, ça va être disponible sur le site web du webinaire du CAPRES. Et vous avez au www.capres.ca/EPG à partir de maintenant, le guide est en ligne. Vous pouvez aller le consulter. S'il y a des choses que les différents projets décident d'ajouter, on pourra les ajouter. Puis, on nous a posé la question, comment on fait pour rester au courant de ce qui va être ajouté ou les développements de la phase 2 du projet? Bien, en vous abonnant sur le site sur l'infolette du CAPRES, vous allez être tenu au courant. L'infolette sert aux 2 semaines, donc cette information-là va être intégrée dans cette infolette-là. Donc, c'est une façon de vous tenir au courant en continu. Sinon, je vous invite tous à consulter le guide, c'est plus qu'intéressant. Et je vous remercie encore une fois pour ce webinaire-là. Vous allez être tenu au courant, on va vous envoyer l'information aussi sur le prochain webinaire qui va avoir lieu sur les EPG, qui devrait avoir lieu au début de 2017. Donc, je ne sais pas si les panélistes, vous aviez un mot de la fin, s'il y avait des choses que vous n'aviez pas dit, que vous auriez aimé dire avant qu'on coupe les micros.
Ça va pour tout le monde? Non, merci, tout simplement. Merci à tous ceux qui étaient présents. Oui, bien, un gros merci à tout le monde. Bonne fin de journée et bon temps des fêtes. On a le droit de le dire 2 semaines avant Noël. Merci, au revoir. Au revoir.